Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure en direct donc pour décrypter les enjeux de marché et les niveaux de marché également à la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci pour prendre un petit peu de recul sur les enjeux de marché toujours à court, moyen et long terme. Au sommaire de cette édition, l'inflation en France ressort conformément aux attentes pour le mois de juin à 6,5%. Celle-ci reste cependant sur une tendance haussière après 5,8% au mois de mai et plaide pour une progression de l'inflation en zone euro sur le mois de juin, même si celle-ci s'est légèrement contractée sur le même mois en Allemagne. Vous en aurez le résumé complet dans un instant avant que nous commentions la situation actuelle en plateau avec nos invités. À noter également que nous découvrirons cet après-midi l'indice PCE de l'inflation aux États-Unis, alors indice suivi de près par la Fed, qui devrait nous donner une indication sur le pic d'inflation recherché par les banques centrales et le marché. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir hier le chiffre du PIB au premier trimestre aux États-Unis, toujours chiffre qui fait état d'une contraction plus forte que prévu. Comment interpréter ce recul donc plus marqué que prévu de la croissance américaine au premier trimestre, à la lumière également de statistiques sur le climat des affaires ou sur la confiance des consommateurs en recul également, un autre sujet que nous aborderons dans Smart Bourse. Et à noter enfin que cette séance sera la dernière séance trimestrielle pour les indices. Le Nikkei a fini la séance en léger recul, tandis que les marchés chinois réussissent tant bien que mal à se maintenir sur la période. Le CSI 300 affiche même une performance positive de plus de 5% sur le trimestre, tandis que le Hang Seng recule lui de 1,6%. Sur les marchés européens et américains, la tendance est en revanche à des baisses plus marquées. Le S&P 500 perd actuellement plus de 16% sur le trimestre avant l'ouverture de sa dernière séance sur la période, tandis que le CAC 40 semble lui parti pour afficher une baisse trimestrielle de plus de 10% et une baisse semestrielle de près de 18%. Peut-on sortir de ce bear market ? Une question que nous aborderons également dans un instant dans Smart Bourse. On se retrouve tout de suite. Le CAC 40 qui, à l'instant où on se parle perd 2,57% et qui revient sur des niveaux donc à 5876 points. Le CAC 40 qui efface les points qu'il avait réussi à gagner sur la semaine d'ici mercredi dernier. C'est Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposé par Alix Nguyen. Le CAC s'enfonce dans le rouge à la mi-journée et connaît sa 6e baisse en 10 séances. À une échelle européenne, les 19 indices sectoriels Stoxx 600 sont en baisse, à commencer par l'automobile, la technologie et les banques. Le marché dans son ensemble prenait connaissance ce matin d'une nouvelle hausse des prix à la consommation en France sur un an. Selon l'estimation provisoire publiée par l'INSEE, en juin, elle a atteint 5,8% après 5,2% au mois de mai. Sous l'effet de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie et des produits alimentaires vont toujours crescendo, respectivement en hausse de 33% et de 5,7% sur un an. On relève par ailleurs que ceux des services augmentent aussi de 3,2% comme en mai. Dans ses dernières prévisions, l'INSEE prévoit déjà que l'inflation grimpera à 6,8% en septembre avant de se stabiliser entre 6,5% et 7% en fin d'année. On attend désormais les chiffres des dépenses des ménages américains et les dernières inscriptions au chômage, toujours aux États-Unis. Dans ce contexte, on remarque que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans poursuit son repli. À noter par ailleurs que l'OPEP+ conclut ce jeudi une réunion de 2 jours. Les délégués devraient s'accorder sur un léger relèvement de leur production au mois d'août. Pour rappel, certains pays comme les Émirats arabes unis sont à la limite de leur capacité. Sur le plan des valeurs à suivre, sur le 3e trimestre, OVH Cloud présente un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros en hausse de 25,9%, dont 11,7% en données comparables. La Compagnie des Alpes va prendre le contrôle de MMV, le second exploitant d'hôtels de loisirs et de résidences de tourisme dans les Alpes. L'opération sera réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise avoisinant 173 millions d'euros. Et puis Trigano affiche au titre de son 3e trimestre un chiffre d'affaires en progression d'1,7% à 921,2 millions d'euros, portant de ce fait le cumul sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021-2022 à 2,44 milliards. Voilà donc Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alix Nguyen.
Et nous commençons tout de suite dans la première partie de Smart Bourse à tenter de décrypter ensemble l'actualité économique et financière. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être au téléphone avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Nadia Garbi. Bonjour. Bienvenue dans Smart Bourse, donc à distance. On va commencer ensemble par revenir sur la situation aux États-Unis. Alors, on a eu pas mal de statistiques cette semaine. On a eu le climat des affaires de la Fed de Dallas ou encore de Richmond qui montre du coup un recul de ces sentiments des affaires. On a eu également l'indicateur du Conference Board qui s'intéresse plus aux sentiments des consommateurs, qui là aussi est en recul. Et puis surtout, on a eu une contraction, une révision donc du PIB au premier trimestre 2022 aux États-Unis, avec une contraction un petit peu plus marquée que prévu, dans un contexte où banques centrales et opérateurs de marché se posent la question de savoir s'il y aura une récession ou quand il y aura une récession, même si celle-ci ne pourrait être que technique. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, Nadia Garbi, que la récession est en tout cas déjà dans les esprits, côté entreprise ou côté consommateur ? Alors, c'est vrai que la plupart des indicateurs conjoncturels pour le mois de juin ont été décevants, tant chez le consommateur que chez les entrepreneurs dans l'industrie et le service. Je dirais que ce qui est le plus inquiétant dans ces indicateurs, c'est si on regarde les sous-composantes et notamment les composantes attentes pour les prochains mois chez le consommateur américain qui baisse et qui montre vraiment un pessimisme qui gagne du terrain, notamment chez les consommateurs. On sait à quel point la consommation est importante aux États-Unis pour les perspectives futures. Donc, je dirais qu'effectivement, le risque de récession est dans toutes les têtes, non seulement chez les consommateurs américains, mais aussi chez la plupart des investisseurs. Maintenant, on doit distinguer une récession technique, comme vous le mentionniez, avec 2 trimestres de contraction du PIB consécutif qui est possible, et une récession au sens large où on verrait une baisse vraiment généralisée de la plupart des indicateurs. Et ce scénario, nous, on le voit plutôt en début d'année prochaine plus qu'en début de cette année ou en première partie de cette année. Donc, si je suis effectivement ce que vous nous dites, c'est qu'on aurait du coup les deux mécanismes, d'abord une récession technique et peut-être après un mécanisme un peu plus conséquent. Alors, je dirais qu'une récession technique est possible aux États-Unis, mais c'est lié plutôt à des facteurs un peu techniques, au stock, etc. Mais une récession au sens large, donc vraiment vous voyez la plupart des indicateurs baisser fortement, c'est plutôt un scénario pour le début d'année prochaine qui serait dû essentiellement au resserrement des conditions financières. Alors, une question, Nadia Garbi, sur effectivement ces statistiques qu'on voit, ces indicateurs et l'effet qu'elles peuvent avoir du coup sur les opérateurs de marché, sur les entreprises ou sur les consommateurs. Est-ce que, à force de l'évoquer, de la promettre, cette récession, de la voir, de pointer le bout de son nez, si je puis dire, dans les chiffres, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet autoréalisateur ? C'est vrai que plus on parle de récession, plus effectivement on peut voir un pessimisme qui gagne un peu le terrain chez les consommateurs et chez les investisseurs. On peut aussi voir un peu de prudence chez les entrepreneurs. Effectivement, on peut être plus prudent, notamment sur les investissements. Donc effectivement, c'est un risque qui n'est pas négligeable et qu'il faut effectivement surveiller, notamment avec la publication de ces indicateurs au fil des mois qui viennent. Alors, autre sujet, Nadia Garbi, mais en lien évidemment avec ce sujet récession qui inquiète du fait que les banques centrales augmentent leurs taux pour elles-mêmes lutter contre l'inflation. En ce moment se tient du coup, ou en tout cas on a pu entendre hier donc Christine Lagarde et Jérôme Powell qui se sont exprimés lors du forum annuel de la BCE à Sintra. Et alors il y a eu deux choses qui ont été dites. D'abord, Jérôme Powell qui a exprimé que l'économie américaine reste résiliente, mais qui est quand même alerté sur le fait qu'un redécoupage du monde en camps géopolitiques, je cite, et économique, signifierait une moindre productivité, mais surtout une croissance plus faible. C'est effectivement un peu ce qu'on voit se dessiner. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir effectivement le monde un petit peu évoluer, le monde économique évoluer ? Alors oui, effectivement, c'est un bon point. On voit vraiment que la pandémie et plutôt la fin de la pandémie a provoqué un certain nombre de changements de long terme, et notamment sur des tendances plutôt de globalisation, on parle maintenant de déglobalisation ou de moindre globalisation, qui vont avoir un impact non seulement sur la croissance, mais aussi
sur l'inflation. Et effectivement, comme Powell l'a mentionné, on peut s'attendre à une croissance qui sera peut-être un peu plus faible que ce qu'on a connu avant la pandémie, mais aussi à une inflation qui structurellement sera plus élevée que ce qu'on a connu avant la pandémie, liée à ces changements géopolitiques, mais aussi à ces changements liés à la globalisation. C'est justement ce que disait Christine Lagarde, c'est qu'il fallait oublier finalement les niveaux d'inflation pré-pandémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le pic d'inflation est proche, il faut s'attendre à une inflation élevée encore pendant plusieurs années avant de revenir sur les 2%? Oui, alors je dirais qu'en moyenne, on peut s'attendre à une inflation qui va être plus élevée que ce qu'on a connu avant la pandémie. Il faut se rappeler aussi qu'en Europe, en moyenne, on était à une inflation autour de 1%, 1,5%, et que maintenant, on sera peut-être à des régimes autour de 2%, 2,5%, voire plus. Alors en Europe, c'est aussi la transition énergétique qui va pousser un certain nombre de prix à la hausse ces prochaines années. Mais effectivement, c'est un dilemme pour les banques centrales. En moyenne, on peut s'attendre à une inflation qui va rester plus élevée que ce qu'on a connu avant la pandémie. Alors l'inflation justement, on le disait donc en résumé complet de l'actualité boursière, donc elle est toujours élevée en France. On a eu le chiffre, donc 5,8% au mois de juin. On la voit légèrement reculer, mais très légèrement en Allemagne pour le mois de juin également. Alors on entend un certain nombre d'experts s'attendre à un pic d'inflation assez proche aux États-Unis. Est-ce qu'il en est de même en Europe, ou on aura un retard quand même par rapport à la situation américaine selon vous? Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai que les chiffres par pays vont un peu dans tous les sens. On a beaucoup de bruit dans les chiffres par pays, et vous le mentionniez, le cas de l'Allemagne. La baisse est essentiellement due aux aides du gouvernement qui mécaniquement font baisser le prix de l'énergie, mais aussi le prix dans les transports, le prix dans les transports. Mais c'est une baisse temporaire, hein. On devrait voir l'inflation allemande réaccélérer à partir du mois de septembre. Et on voit d'autres pays comme la France et l'Espagne, où là, on a vraiment non seulement l'énergie, mais aussi l'alimentaire et les services qui se renforcent au mois de juin. Maintenant, je dirais, pour l'eurozone dans son ensemble, on voit plutôt le pic d'inflation en fin du troisième trimestre, c'est-à-dire plutôt au mois de septembre que durant cet été. Donc un pic qui va être un peu décalé effectivement par rapport aux États-Unis, mais qui est essentiellement dû au renforcement des prix dans le secteur du tourisme, dans le secteur des services, avec le boom dans certains pays touristiques, mais aussi lié à l'énergie. Donc, si je comprends bien, bon, effectivement, on est en léger décalage, mais globalement sur une même temporalité. En fait, on attend l'été, on attend le boom finalement du secteur des services lié aux gens qui partiraient en vacances potentiellement cet été, et ensuite potentiellement on pourrait voir l'inflation se détendre. Voilà, exactement. Ce qu'on constate, en tout cas, si on regarde les sous-composantes, c'est vraiment des prix qui accélèrent dans l'hôtellerie, dans la restauration, qui sont liés effectivement à une forte demande post-Covid. Donc, ceci a des effets sur l'inflation au mois de mai, juin, juillet et août. Et on pourrait voir une certaine détente à partir du mois de septembre. À noter tout de même qu'on peut avoir un risque lié au prix du gaz et du pétrole si on a effectivement des problèmes sur l'approvisionnement du gaz russe, qui pourrait réalimenter une hausse des prix du gaz, notamment pour cet hiver. Donc voilà, on est tout de même dans une situation qui reste très fluide, mais en tout cas à ce stade, nous on s'attend à un pic au mois de septembre. Alors, une autre région du monde rentre également dans l'équation, hein, Nadia Garbi, c'est l'Asie et notamment la Chine. Alors, la Chine qui a un peu assoupli ses mesures de quarantaine vis-à-vis des étrangers qui entrent sur son territoire. On voit quand même une volonté du côté de la Chine d'une réouverture, alors progressive, hein, bien sûr, de son économie, et une volonté de relancer son économie. Est-ce que ça peut avoir un impact, selon vous, sur la croissance mondiale et justement venir contrebalancer ce risque récessif dont on parlait tout à l'heure? Oui, alors c'est vrai que c'est une bonne nouvelle de voir la Chine ouvrir à nouveau, et on voit d'ailleurs la plupart des indicateurs qui pointent vers une reprise progressive de l'économie chinoise, avec des PMI qui étaient plutôt bons.
C'est une bonne nouvelle en tout cas pour l'industrie en général. On sait que la fermeture chinoise a provoqué ou a renforcé des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. Donc c'est globalement une bonne nouvelle aussi pour l'inflation, où peut-être on aura un peu moins de pression de ce côté-là. Donc oui, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, sur les risques de récession aux États-Unis et en Europe, ça devrait tout de même avoir un impact plutôt modéré, étant donné qu'aux États-Unis, le facteur principal de récession reste le resserrement des conditions financières, et en Europe, cela reste la perte de pouvoir d'achat liée à la forte hausse de l'inflation. Merci beaucoup Nadia Garbi de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes économiste chez Pictet Wealth Management, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et nous enchaînons à présent donc avec une tentative toujours d'essayer de comprendre le contexte économique et financier actuel pour voir comment potentiellement agir, ou en tout cas arbitrer un certain nombre de choses sur les marchés financiers. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Franklin Pichard, directeur de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse. Beaucoup de questions économiques ou financières actuellement. Je vous propose de commencer par le sujet marché financier. On l'a donné en introduction. Alors, on a donné les baisses trimestrielles. Si on regarde les baisses semestrielles, ça peut parfois être encore plus conséquent, notamment pour certains marchés américains comme le S&P 500. Est-ce qu'on peut envisager avant l'été ou à la rentrée une sortie d'un bear market selon vous ? J'aimerais bien. En revanche, on a très peu de faisceaux positifs qui nous laissent intégrer ce scénario dans l'immédiat. On a, ça vient d'être dit effectivement très bien par Nadia et par l'ensemble de la communauté des économistes et des analystes, on ne voit rien aujourd'hui à très court terme qui puisse nous permettre d'adopter un biais positif. Rien, pas tout à fait. Et ça vient d'être dit à la fin des propos de Nadia. La Chine est peut-être la seule planche de salut aujourd'hui, curieusement, alors qu'on a connu le pire sur les marchés financiers depuis 2 ans avec la Chine. Là, maintenant, c'est quelque chose qui peut-être être un motif d'arbitrage. D'accord. Sur la thématique d'investissement chinoise, ou parce que la Chine viendrait tirer la croissance mondiale ? Alors, je ne sais pas si elle tirera à elle seule la croissance mondiale, mais si vous regardez les cours des BATS, les fameuses 4 grandes valeurs chinoises, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, eh bien, si vous regardez les 2 premières, qui ont eu des contre-performances absolument incroyables l'année dernière et depuis 2 ans, eh bien là, elles sont pour Baidu en performance positive depuis le 1er janvier. Et si on prend une référence beaucoup plus courte, le 12 mai par exemple, elle progresse de 50%. On est passé de 100 à 150 $, 151 $ hier soir. Concernant Alibaba, on est passé de 78 à 116 $, et le titre est à peu près à l'équilibre, moins 1, moins 2% depuis le 1er janvier. Donc on a un signe véritablement, à l'instar des autres marchés européens ou américains, qui sortent des performances positives, et c'est intéressant, et ça me confortait en écoutant Nadia, l'idée que effectivement, avec le déconfinement, la réouverture de la Chine, on a là un moteur qui peut nous permettre de façon un petit peu durable de s'intéresser et d'arbitrer nos marchés européens américains vers une réallocation en faveur des marchés chinois et asiatiques. Mais alors, juste sur ce sujet chinois, il y a quand même un certain nombre de risques à aller sur la Chine aujourd'hui. Déjà, cette politique zéro Covid qui fait qu'on peut quand même se retrouver avec une économie qui referme à tout moment. Et en plus de ça, donc là, on a mentionné des valeurs tech, digitales, mais il y a le secteur de l'immobilier qui a beaucoup plus de mal actuellement en Chine et qui pèse pour 20% du PIB de la Chine. Donc, est-ce que tous les voyants sont au vert sur cette réouverture très progressive, encore une fois, de l'économie chinoise aujourd'hui ? Non, ils sont pas tous au vert. Effectivement, il faudra être sélectif, mais si on compare l'Europe et les États-Unis et la Chine, au cours des derniers mois, on a eu
de part et d'autre de l'Atlantique, aucune classe d'actifs qui n'a été préservée. On a eu un krach obligataire, on a un marché avec les principaux indices actions qui, eux, sont rentrés en bear market, c'est-à-dire des baisses de plus de 20% sur leur plus haut. 5 janvier pour les bourses européennes et novembre pour les bourses américaines. En ce qui concerne la Chine, on n'a pas ce phénomène. On est plutôt dans un environnement qui va nous être un petit peu plus favorable. Il faudra être sélectif et on va rester dans cette configuration pendant encore quelques temps. Et puis, autant tous ces marchés américains et européens n'ont été sauvés par aucune classe d'actifs, on voit que sur les marchés asiatiques, d'une part, certains secteurs et certaines valeurs peuvent être regardés avec intérêt, et puis surtout, le marché de la dette en Asie est positif. Autre élément, on a eu tous les éléments de soutien aux États-Unis et en Europe qu'on est en train de ralentir. On ne les a pas encore eus en Chine. Alors, la Banque centrale chinoise a annoncé qu'elle serait accommodante vis-à-vis de l'économie. C'est d'ailleurs une des rares banques centrales à tenir ce discours aujourd'hui. C'est, je crois, une des très rares, voire la seule, à pouvoir tenir ce genre de discours. Et c'est donc plutôt rassurant pour les investisseurs de se dire que ça repart peut-être là-bas et qu'en plus, tous ces programmes d'accompagnement de l'économie chinoise vont démarrer. Et maintenant, contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques mois, c'est-à-dire on redoutait et on craignait que le Pékin n'accompagne pas et n'ait pas envie dans l'immédiat de relancer. Et là, maintenant, le discours a changé depuis quelques semaines et c'est ça qui a réenvoyé les valeurs chinoises sur le devant de la scène. Donc ça, c'est pour la thématique Chine, effectivement, avec les espoirs que ça peut susciter. Sur les marchés européens ou américains, on a une saison des résultats qui arrive. Les opérateurs de marché ont les yeux rivés sur ces résultats avec des visions un peu différentes parfois. Est-ce que du coup, on aura encore des résultats solides ou est-ce que les entreprises auront pris en compte peut-être des hausses des prix de l'énergie ou des marges plus faibles, voire est-ce qu'on aura plus de profit warning qu'attendu? Quelle est votre vision un petit peu sur le sujet, vos échanges que vous pouvez avoir avec les différents professionnels également? Oui, on est bien obligé d'admettre que sur ce premier semestre 2022, l'Ukraine a fait basculer le monde dans une autre dimension, dans un autre environnement. Ça a mis en avant toutes les faiblesses de la mondialisation, de la globalisation, dont là encore Nadia a parlé précédemment. Mais si on fait un petit bilan, on voit que on ne respecte plus les lois, c'est-à-dire que, et je ne vais pas prendre leur défense, mais on a décidé de confisquer les biens des oligarques russes. Ils sont justes, et même certains ne connaissent même pas Poutine. On a sans motif sanctionné des individus. Si on regarde du côté de Poutine, il a, de façon totalement unilatérale, rompu les contrats qui pouvaient être signés en termes d'approvisionnement, de paiement et autres. Donc, on se retrouve dans une fragilité de la mondialisation qui va nous amener à revoir les choses différemment. Oui, dans une interdépendance qui est un peu remise en cause du fait que on se rend compte qu'on peut intervenir de part et d'autre et rompre des contrats moraux ou réels, quoi. Oui. On était un peu enfermé dans cette idée ancrée dans les esprits qu'il y a des règles, des lois et que ça se respecte. Eh bien non, ça ne se respecte pas. Dans ce contexte-là, on a eu un trimestre précédent où l'impact de l'Ukraine ne se faisait pas vraiment sentir. On avait un peu d'inflation, on avait déjà un peu de tension sur le pétrole, mais enfin, il n'y avait pas grand-chose. Là, véritablement, sur ce trimestre-là, qui va sanctionner le premier semestre, on va avoir vraisemblablement des révisions, des warnings et surtout des discours qui vont accompagner ces publications qui risquent de ne pas être très très positifs. On a vu Nike cette semaine, on voit d'autres sociétés qui commencent à dire faites attention, on va réviser, on ne va pas forcément faire. Et quand bien même certaines sortent de très beaux résultats, je pense à OVH, on a des performances, -5 hier, -5 aujourd'hui. C'est ça, est-ce que des bons résultats sont une bonne nouvelle finalement dans un contexte aussi incertain pour les investisseurs? Est-ce que des très bons résultats pour une entreprise sont vus comme une entreprise solide ou au contraire comme le présage de profit warning au trimestre suivant? Alors comme
cette inflation, la baisse des marges des entreprises, le pouvoir d'achat des ménages va rebattre là aussi l'ensemble des cartes et va remodifier les comportements des consommateurs, certains secteurs seront perdants, d'autres seront gagnants. Et à la faveur de cette photographie des publications du S1, Bien sûr. on aura un petit peu une idée et on commencera, et je pense que les analystes essaieront de faire le distinguo entre les sociétés qui auront ce potentiel pour traverser cette crise liée à l'inflation et celles qui, au contraire, devront être sanctionnées parce qu'elles seront pénalisées par l'environnement économique global. On peut considérer aujourd'hui que la baisse des marchés européens et américains existantes a suffisamment pricé potentiellement les profit warnings à venir sur les entreprises? J'aimerais bien, mais je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, on a connu toutes sortes de mauvaises nouvelles jusqu'à présent. Ça vient d'être dit. Le pic d'inflation, alors qu'à un moment on avait cru qu'il était derrière nous, non. Maintenant, on est convaincu qu'il est encore devant nous. Les taux, ils sont pas prêts de baisser. Donc, même si les marchés sont censés avoir pricé certaines choses, je pense qu'ils vont encore remettre un petit coup de vis et qu'ils vont pricer davantage les futures mauvaises nouvelles qui vont pas manquer d'arriver. Je pense donc que effectivement le point bas du marché est peut-être encore devant nous, mais certainement pas derrière. Avec du coup ce que vous nous disiez, cette notion d'intégrer qu'on ne reviendra pas à la normale entre guillemets, c'est-à-dire que là il faut prendre en compte cette idée que l'inflation sera plus élevée comme nous le dit Christine Lagarde, ou potentiellement qu'on sera vers des blocs économiques ou géopolitiques, et donc cette remise en cause de la mondialisation dont vous nous parliez. Oui, je pense qu'effectivement on ne reviendra pas à l'inflation d'avant, d'abord parce qu'on a des problèmes conjoncturels, géopolitiques et autres, mais que la consommation, les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement et autres sont bien là. Donc on a tous les moteurs pour en nourrir et entretenir cette inflation. Donc on va vivre avec, et durablement bien sûr. Merci beaucoup Franklin Pichard d'avoir partagé avec nous votre expertise donc, sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur de Kipling Finance. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis donc, à la mi-journée dans Smart Bourse. Et je vous donne rendez-vous ce soir pour la grande édition donc, de Smart Bourse en direct sur Bismart à 17h.